Bernard rencontre son monde, c'est né de mon besoin d'entrer en contact authentique avec les gens de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Vous le savez, je suis en amour avec mon coin de pays et ses gens. Pendant 1 heure, je discute avec une personne du comté de tous âges, de toute profession ou de toute allégeance, de son parcours et de sa philosophie de vie. Et je vous partage notre conversation. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard rencontre son monde commence maintenant. Clément Massé, ça vous dit quelque chose? Avocat de formation, originaire de Mont-Carmel, dans le comté de Kamouraska, politicien à ses heures, mais jamais en politique, mais en politique tout le temps, mais communicateur, maintenant professeur d'université, bénévole de l'année depuis 25-30 ans, et c'est un personnage tout à fait attachant, et maintenant c'est à mon tour de vous le faire découvrir sous une facette dont vous ne l'avez jamais entendu. Alors, bonne écoute à tous. Alors, Monsieur Massé, Clément, vous êtes natif de Mont-Carmel. Absolument. Alors, je suis natif de Mont-Carmel, puis en 60, mon père a acheté une ferme à Saint-Philippe-de-Néry, la paroisse voisine. Alors, j'ai des racines aux 2 endroits. Donc, vous êtes un fils agriculteur, comme beaucoup d'entre nous. Moi, je suis un fils agronome, ça se rapproche pas mal. Ah, j'ai bien connu votre père. Oui. Je vous ai connu petit gars. Oui. Je suis allé au collège avec vos 2 sœurs jumelles. Mais oui, ça m'a surpris parce que cette information-là, je la connaissais pas. Mais donc, vous avez fait votre cours classique au collège de Saint-Anne de la Pocatière, c'est bien ça? Absolument. J'ai fait mon cours classique là et le cégep de la Pocatière est arrivé à ma dernière année d'étudiant au collégial. J'étais en collège 2 et là, je suis passé du collège Sainte-Anne à la première année du cégep de la Pocatière. Et j'ai été le premier président de l'association des étudiants du cégep de la Pocatière. Ah, donc c'est là d'où vient votre obsession d'implication communautaire, là. Oh mon Dieu, ça avait commencé bien avant ça. Je l'ai fait à Saint-Philippe, organiser des soirées musicales, une équipe de hockey, puis au collège, j'ai été ce qu'on appelait un bédo, là, l'organisation des sports, puis la gestion des équipements. Est-ce que vous teniez ça de votre père ou de votre mère d'être quelqu'un d'aussi impliqué? Parce que vous l'avez été véritablement toute votre vie, il faut bien le dire, là. Mon père s'est occupé un petit peu, il a été commissaire d'école, il s'est occupé d'un regroupement d'agriculteurs pour de l'équipement agricole dans sa paroisse. Mais il était beaucoup moins actif que moi, je pense, là. Je sais pas où j'ai pris cette racine-là, mais en tout cas, c'est là. Tantôt, vous avez utilisé l'expression collège 2. Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque par rapport à aujourd'hui? Parce que c'est le collège classique, là, vous avez fait votre cours, vous avez appris du latin, j'imagine? J'ai appris le latin jusqu'en versification, ce qui est l'équivalent de secondaire 4. Et puis là, après ça, les langues anciennes disparaissaient. Est-ce que vous étiez pensionnaire à ce moment-là, non? Ah, j'ai été pensionnaire justement en secondaire 4, en versification, puis à la fin de la versification, j'ai été invité à devenir externe, parce que j'avais organisé un show le dernier soir de pensionnat, un show musical avec 3-4 de mes collègues, et puis ils n'ont pas aimé ça. Alors, ils vous ont demandé gentiment de voyager l'année d'après. Je vais vous dire une chose, mon père l'a su de nombreuses années après parce que je lui ai annoncé qu'il y avait un transport scolaire qui partait de Saint-Pascal jusqu'à la Bocatière à tous les jours avec M. Bouchard. Alors, lui, ça faisait son affaire parce que je pouvais aider aux travaux de la ferme le matin, le soir, les fins de semaine. Alors, ça s'est bien arrangé. Vous avez utilisé l'expression versification. Versification, au collège classique, c'était l'équivalent de secondaire 4. OK. Pourquoi cette utilisation de ce mot-là? C'était historique, ça. Ce qui était le secondaire 1 s'appelait élément latin, secondaire 2, ça s'appelait syntaxe, secondaire 3, ça s'appelait méthode, secondaire 4, versif, puis secondaire 5, belles lettres. Après ça, on tombait au collégial. OK. Puis là, vous êtes sorti de l'école, puis à ce moment-là, vous vous êtes demandé, puis ça m'a surpris un peu, mais vous vous êtes demandé
si la prêtrise serait pas une orientation potentielle ou c'était quelque chose qui avait été réfléchi avant ou... Bon, écoute, là, évidemment, parmi mes activités de jeunesse, j'ai été servant de messe, bien sûr. J'ai commencé à Mont-Carmel, puis comme plusieurs. Dans ma famille, il y en a plusieurs Massé qui ont passé au Collège Sainte-Anne. Puis, il y en a au moins 4 qui ont pris le ruban blanc pour devenir prêtre et un est devenu père dominicain. Il y a eu quelques ruptures par après, mais il y en a 2 qui ont cheminé. Il y en a un qui est encore actif. En parlant de famille, justement, vous étiez une grosse famille chez les Massé? On était 10. Il y avait 7 filles et 3 gars. Alors, vous pensez le défi. On était 5 filles, 3 gars chez nous. J'ai appris à faire la vaisselle de bonne heure, je peux vous le dire. Nous autres, au grand malheur de mes sœurs, c'est qu'elles étaient dans les plus vieilles et elles ont appris, elles, à aller traire les vaches. Alors que moi, j'ai commencé de bonne heure à aller travailler dans les champs. Quel était votre numéro de cohorte au collège? La 139e. 139e, ça veut dire que vous avez fêté 50 ans dernièrement, quoi? On devait le fêter au printemps. Ah, avec la COVID. Là, on l'a reporté au printemps 2021, mais là, on s'interroge, là. Justement, je suis avec un groupe, là, on est 5, des anciens, là, qui essayent de réanimer les anciens pour participer à cette rencontre-là. On va remettre ça en marche, là, aussitôt qu'on aura une certaine sécurité à l'effet qu'on va pouvoir se réunir au Collège Sainte-Anne. Je vous considère comme un personnage très connu régionalement et même provincialement, là. Est-ce que dans vos collègues, il y a aussi des gens qui ont été connus ou qui ont passé au collège et qui sont devenus, je dirais, connus provincialement aussi? Pas beaucoup. Il y en a un, Louis Gay, devenu ambassadeur. Okay. Dans différents pays pour le gouvernement canadien. Entre autres, là, il était un des 2 détenus pendant 6 mois dans un pays d'Afrique, là, par Al-Qaïda. Et bon, j'étais en contact avec son épouse pendant cette période-là. Okay. Et ça a été assez difficile. Dans les autres, là, je n'ai pas à l'esprit, là, ça a été des gens qui ont fait des belles carrières. Étant donné que vous avez décidé de ne pas faire de la prêtrise, vous avez continué finalement à faire des spectacles avec vos amis ou parce que vous vous êtes mariés, vous avez des enfants maintenant? Oui, alors ce qui est arrivé, c'est que jusqu'en versification, là, je me dirigeais vraiment vers la prêtrise et je recevais même une bourse de 100 $ par année de l'œuvre d'évocation du diocèse. Oh. Que je me suis empressé de rembourser pour une œuvre semblable du diocèse, là, lorsque j'ai commencé à travailler comme avocat. Mais à la fin de la versification, j'ai connu ma blonde, qui est encore ma conjointe. On s'est fréquenté de 67 à 71, puis on s'est marié en 71, puis on va fêter notre 50e anniversaire de mariage au mois d'août 2021. Et on a une fille. Pour des raisons médicales, Denise n'a pas pu avoir d'autres enfants. Alors, on a adopté un fils là, de République dominicaine, puis on a 5 petits-enfants. Bien, ils sont tous en région ou... Non. Ma fille est à Rivière-du-Loup avec ses 2 fils, des jeunes enfants, 21 ans et 15 ans, je pense. Alors que mon fils est à Saint-Zotique, près de l'Ontario, et qui a 3 filles entre 2 ans et 13 ans. Malgré la distance, vous êtes près de vos petits-enfants, je pense. Oui. Puis au niveau de la famille Massé, puis mes frères et sœurs, neveux, nièces, on a des réunions très fréquentes. Ensuite de ça, avec la famille Dionne, la famille de mon épouse qui est de Saint-Bruno, eux autres, ils étaient 21. Oh my God! Ça te fait toutes des parties de famille quand tout le monde se réunit ensemble, ça, là? Ah, je peux vous dire qu'avec les Dionne, là, en bout de temps, on faisait ça sur le bord de la rivière à Saint-Bruno, puis on faisait un méchoui. Pendant la période des fêtes, depuis au moins 10-15 ans, on loue la salle municipale de Kamouraska. De ce ainsi, il faut se retenir un peu. En parlant de Kamouraska, justement, vous avez rencontré votre épouse au château de Kamouraska. C'était avant qu'il passe au feu, ça, là? Absolument, absolument. J'ai connu Denise vendredi soir, elle arrivait de Québec. À ce moment-là, elle étudiait et travaillait là, à Québec, et puis descendait par 15 jours. Puis, je suis allé prendre un verre avec un de mes amis au château Kamouraska. Puis le lendemain, on avait un spectacle. Il me semble que c'était Pagliaro, quelque chose comme ça. Ça fait qu'on s'est donné rendez-vous. Puis après ça, ça a continué. 50 ans plus tard. Lorsque vous êtes sorti des études, parce que là, vous êtes allé au cégep à la Pocatière, vous avez été là 3 ans, j'imagine? J'ai fait ma belle lettre ensuite, puis j'ai fait mon collège 1 au Collège Sainte-Anne. Puis pendant l'été, là, la transformation s'est faite.
Et je suis devenu étudiant du Cégep Lavoie-Côtière pour faire mon collège 2, mais à toute fin pratique, là, c'était les mêmes professeurs. Là. Est-ce que c'est ces mêmes professeurs-là qui vous ont influencé pour aller vers le droit? Parce que c'était pas nécessaire. Parce que, étant donné que vous étiez fils d'agriculteur, ça aurait pu être une raison d'aller vers l'agronomie, par exemple, non? Oui, peut-être. Puis j'avais beaucoup d'attachement. Moi, j'ai gagné mes études à travailler sur la ferme, là. Puis j'aimais ça, là. On se levait le matin à 5 heures, puis mes parents, j'avais eu une misère à me lever. La journée, elle durait ce qu'il fallait pour faire l'ouvrage. Puis je faisais tous les travaux. Je faisais de la menuiserie, je faisais du labour, je faisais du foin, je tirais les vaches. Bon. Maintenant, pourquoi être allé au droit? Pendant mes études, à un moment donné, on avait un petit journal au collège qui s'appelait le Dôme. Je faisais des articles de temps en temps. Puis j'avais rencontré un avocat de Rivière-du-Loup, Bertrand Laforêt, qui est devenu juge du tribunal de la jeunesse par après, qui venait faire du bureau à l'avocatière. Je suis allé le rencontrer pour faire une entrevue. Il demandait la permission au directeur de sortir, parce qu'on était pensionnaire, on n'avait pas le droit d'aller en ville, sauf permission. Alors, j'ai eu la permission d'aller rencontrer M. Laforêt. J'ai eu une belle entrevue avec. La description de sa profession m'a plu. Puis, quand ça a été le temps de faire mon choix, c'est là que je me suis dirigé aux grandes dames de ma mère, parce que je me souviens, ma mère avait dit à Denise, écoute, je devais être prêtre, mais ça, elle acceptait très facilement que je change d'orientation. Mais elle disait, au moins, essaye de l'influencer pour pas qu'il soit avocat. Ça vous donne une idée de la perception qu'elle avait des avocats. Elle n'avait pas une bonne image de cette profession-là. Mais donc, vous êtes allé à l'Université de Laval? Ou... À l'Université de Laval, puis j'ai fait mon école du barreau à Québec et mon stage de 6 mois dans un bureau à Québec. J'anticipais pour pouvoir continuer, parce que mon épouse travaillait à ce moment-là comme adjointe sur un département à l'hôpital d'Enfants Jésus. J'avais envisagé continuer, bien que j'avais déjà rencontré Gérard Lebel, et puis il m'avait fait signe que je pourrais aller le voir en temps utile, mais quand le bureau où je faisais mon stage m'a annoncé que je pouvais pas rester là, parce qu'il n'y avait pas l'espace, je suis revenu à Rivière-du-Loup, et puis j'ai fait le tour de tous les bureaux. Puis je suis même allé au palais de justice pour rencontrer le directeur parce qu'on venait de créer le tribunal des petites créances. J'aurais pu être greffier aux petites créances. Mais en allant chez Lebel Pelletier-Rioux, c'est le même que ça s'appelait, et bossé, j'ai rencontré Gérard Lebel pendant 1 heure à peu près. C'est à la fin de l'avant-midi. Puis à la fin de l'après-midi, c'était au mois de novembre, il faisait noir, je passe devant le bureau, je sortais du palais de justice et j'aperçois les 4 avocats qui sont accoudés au comptoir. J'arrête puis je cogne dans le vide. Et j'ai été embauché sur le champ. Et vous êtes devenu associé par la suite? Oui, je suis rentré en janvier 75 et je suis devenu associé en janvier 80. Ça a été assez rapidement là que j'ai pu faire ma place comme associé. J'ai continué par la suite et en 90, j'ai pris la gestion du bureau jusqu'en 2010. Puis en 2011, j'ai créé avec mon associé de l'époque, Normand Bossé et Nancy Lajoie, on a créé la première unité à Rivière-du-Loup du groupe Cain-de-la-Marre. J'ai fini ma carrière là il y a 1 an et demi, à décembre 2018. Et là, vous avez parlé de Gérard Lebel, qui a fait de la politique quand même. J'ai pas encore touché cet aspect-là de votre vie, là, mais on va y arriver parce que vous avez été très impliqué au niveau politique régionalement. Vous avez aussi animé pendant de nombreuses années une chronique, il faut se le dire, je pense que ça s'appelait, et dans laquelle vous touchiez toutes sortes d'aspects, comment je pourrais dire, sociaux, incluant la politique. Oui. Alors, on pourra revenir à la politique si vous voulez tout à l'heure, mais ça, là, je vais vous dire qu'une des activités, j'en ai de multiples activités, là, une de mes plus belles, ça a été pendant 5 ans, de 1997 à 2002, à tous les vendredis, j'étais au poste de radio de Rivière-du-Loup, c'était CJFP à l'époque. Je parlais de sujets comme ça, à tout hasard, là, à ma discrétion. Et là, j'ai arrêté ça. Et puis, de 2008 à 2014, là, la télévision m'a approché pour faire un éditorial. C'était très différent. Un éditorial, ça, c'était 4 à 5 minutes. C'était très structuré. J'enregistrais le mercredi matin, ça passait le mercredi soir à l'heure des nouvelles et ça s'appelait « Faut se le dire ». Et là, j'ai abordé des sujets
politiques, juridiques, sociaux. J'avais pas de limite et c'était beaucoup de travail parce que le dimanche soir, là, dans la semaine, j'avais ramassé des coupures de journaux, là, des journaux locaux, puis des journaux, je recevais le Soleil et j'achetais la presse le samedi matin ou le Devoir. Puis le dimanche soir, je m'assoyais. J'avais une série de coupures de journaux. Puis à un moment donné, j'en choisissais un. Et là, faut se le dire. Puis là, je décollais. Je donnais, ma façon de faire, c'est de donner un point de départ qui était souvent un point historique sur un sujet. Comme par exemple, j'ai parlé de la Saint-Valentin. J'ai commencé par décrire ce qu'était la Saint-Valentin, sa source, puis la signification que cette fête-là avait. Mais c'est Massé, moi, vous le savez assurément pas, là, mais j'étais un auditeur très assidu de vos chroniques. Ah oui? Il faut se le dire, absolument. Moi et mon épouse, qui est une anglophone de Montréal, mais qui est l'extérieur de la région, elle écoutait ça avec beaucoup d'attention. Dans la façon de vous exprimer, vous aviez toujours un point d'équilibre. C'est-à-dire que, puis d'ailleurs, je pense que ça a été quelque chose qui a toujours été quelque chose d'important dans votre vie, je pense, parce que vous avez été avocat, mais pour ceux qui ne le savent pas, vous avez été avocat dans les règlements de conflit, beaucoup. Oui. Et donc, par exemple, avec les voisins, etc. Mais vous avez toujours essayé de créer, à trouver un équilibre pour pas aller tomber dans soit d'un côté ou de l'autre. Ça, je me souviens de ça, j'appréciais ça énormément. D'ailleurs, ça m'a influencé, moi. Ouais. Écoute, je vais te donner un exemple. Lorsqu'il y a eu la première campagne électorale de Mario Dumont contre Jean Damour et Harold Lebel. Alors, on situe les partis, là. Mario Dumont, de son nouveau parti, Harold péquiste et Jean Damour était le candidat libéral. Et c'était trois jeunes, excellentes personnes, là. Et j'avais souligné la chance qu'on avait à Rivière-du-Loup d'avoir cette qualité de candidature-là. Ils ont été tous les trois députés, même chefs de parti pour Mario Dumont. Oui, chacun le tour, ils ont quand même abouti à la même place. Mais cette fois-là, c'est Mario Dumont qui avait gagné. Et je me souviens, j'avais des amis qui travaillaient pour Mario Dumont. Et ils avaient écouté mon éditorial et ils auraient donc voulu que j'invite les gens à voter pour Mario Dumont. Mais j'avais fait ressortir les qualités des trois et la chance qu'on avait de les avoir, puis qu'à ce moment-là, j'invitais les gens à les voter, puis qu'ils avaient un choix intéressant à exercer, mais je n'avais pas à appuyer un ou l'autre. Et d'ailleurs, dans ma vie par après, bon, Mario Dumont, j'ai grandement apprécié ce qu'il faisait puis ce qu'il fait encore. Jean Damour, on s'est frotté à quelques reprises dans le temps où il travaillait pour Albert Côté, mais par après, je l'ai apprécié comme maire de Rivière-du-Loup, je l'ai apprécié comme député et comme ministre. Et Harold Lebel, lui, s'en allait à Rimouski. Moi, là, la politique, là, je pense, j'ai la prétention, je peux me tromper, de pas m'être fait des ennemis. Même les adversaires, c'est pas des ennemis pour moi, là. C'est des gens avec qui j'ai pas peur de discuter, puis j'ai du plaisir à les rencontrer et à échanger. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai eu de la difficulté au début de ma carrière à comprendre un peu ça, parce que je voyais mes opposants véritablement comme des vrais opposants, quand en réalité, quand on est à Ottawa et on travaille dans les comités, on devient presque une famille, là, parce qu'on est ensemble au moins 4-5 heures par semaine et on se voisine, on communique ensemble en dehors des heures de comité pour faire avancer des dossiers. Donc, il y a une collaboration. Mais vous auriez pas eu, vous-même, l'idée de vous présenter un jour? La question. La question qui tue? La question qui tue. Écoutez, moi, j'ai participé à la première campagne à la chefferie de Brian Mulroney en 1975 avec Gaétan Pelletier. Là. Écoutez, je rentrais dans un bureau de bleu. Là. Gérard Lebel a été député de l'Union nationale, ministre, président de l'Assemblée nationale à l'époque de Daniel Johnson et Jean-Jacques Bertrand. Et moi, je suis le neveu d'Alfred Plourde, qui a été député de l'Union nationale de 48 à 63 dans Kamouraska. Vous comprenez que j'ai de la racine bleue un peu. Mais il reste que, oui, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et la fois où j'aurais probablement fait le saut, ou où j'ai eu le goût de faire le saut, c'est la première année où Joe Clark. Non, pas la première année. La première année, on avait Claude Langlais comme candidat, ça avait très bien été. On a fait une bonne campagne, puis on avait un bon candidat. Mais il a été battu aux communes, là, puis il y a eu le retour de Pierre Elliott Trudeau,
Et à ce moment-là, on n'avait pas de candidat dans le comté et je me rappelle, on a présenté là, un jeune candidat qui n'avait pas d'ambition de gagner comme tel, mais qui voulait s'assurer que notre parti soit présent. Je vais vous avouer que ça m'avait fait un pincement au cœur à ce moment-là, mais pour des raisons, j'aimais mon travail professionnel, j'étais très impliqué socialement. Notre fille avait 4-5 ans, là, à peu près. On était en démarche d'adoption, alors je ne suis pas allé. Et par la suite, j'ai appuyé M. Mulroney et c'est là que je me suis impliqué, mais c'est sûr que M. Mulroney aurait aimé ça. Mais je lui avais dit, écoutez, je ne peux pas me présenter, mais je vous garantis une chose, on va avoir un excellent candidat. On lui a présenté André Plourde. Pour moi, André Plourde a été un député exceptionnel. Je pense que tu es dans la même souche là, de personnes travaillantes là, et dévouées à ses électeurs. C'est un grand compliment que vous venez de me faire parce que j'ai beaucoup de respect pour M. Plourde parce que c'était un personnage. Il y avait une très forte personnalité. À cette époque-là, il faut dire qu'il y avait des façons de fonctionner quand on entend de développement économique, parce que le fédéral était beaucoup plus impliqué qu'on l'est aujourd'hui, nous autres, parce que depuis ce temps-là, le respect des provinces et le respect des compétences, c'est quelque chose qui est très suivi et très respecté au niveau fédéral, particulièrement par les conservateurs, mais là, je pense que vous avez aussi été impliqué au niveau organisationnel quand même au Parti progressiste conservateur à l'époque. Là. Oui, ben c'est ça. J'avais dit à M. Mulroney, non, je ne serai pas candidat, mais je vais être là. À l'époque, j'étais dans l'organisation du comté. Ils m'ont désigné ensuite pour être responsable du recrutement des candidats à partir de Montmagny jusqu'à Île-de-la-Madeleine et puis du côté nord. Il y avait un comté qui était facile, c'était M. Mulroney. Puis, pendant les campagnes, à l'occasion, j'allais visiter les organisations avec les organisateurs provinciaux. Je participais au comité stratégique provincial. Alors ça, j'ai fait ça pour 84, 88 et 93. J'ai été président du Parti progressiste conservateur de 88 à 93, mais par après, je me suis tenu un peu plus à l'écart. Je suis redevenu actif quand M. Clark m'a demandé de participer là, à la fusion du Parti progressiste conservateur avec le Parti de l'Ouest, là, parce que je croyais qu'il fallait unifier les forces de droite, même si je suis plus un centriste et un progressiste conservateur. Tout comme moi. Et je me souviendrai toujours d'une rencontre que j'avais organisée avec M. Harper à l'Hôtel Universel où vous l'aviez invectivé pendant 10 minutes de temps sur un sujet dont je ne me souviens plus trop la teneur, mais en tout cas, ça avait fait jaser dans les rangs quand j'étais revenu à Ottawa, je peux vous le dire. Je sais que j'avais causé de la misère, mais je considère qu'on avait eu quand même une bonne conversation. Oui, absolument. Moi, là, il me semble, je lui parlais avec conviction, mais j'ai jamais prétendu, moi, dans ce que j'exprimais, que je possédais la vérité. Je me suis toujours gardé le droit à l'erreur. Bon, j'exprime mes convictions, mais ça se peut que je me trompe. D'ailleurs, vous l'aviez fait avec un très grand respect. Comme tout premier ministre, ils ont des qualités, ils ont des défauts, ils ont des beaux projets, ils en ont des moins bons, puis je pense qu'il faut donner à César ce qui appartient à César, là. Ça fait partie de la politique, ça. D'ailleurs, je sais qu'il y avait un attaché politique qui avait appelé à Ottawa pour se demander comment ce gars-là pouvait se permettre de parler de même à un premier ministre. Alors, il s'est fait répondre que Clément Massé, il avait déjà parlé à des premiers ministres. Moi, là, j'ai connu M. Clark comme faux, j'ai connu M. Mulroney comme faux. Et puis, M. Harper aussi, puis Jean Charest, puis moi, là, c'est un monde que j'ai fréquenté. Ma façon de les aborder, là, je pense qu'elle vient de ma formation. Remarque qu'il y a des gens qui ont reçu la même formation que moi, puis qui sont intransigeants, puis ils n'ont pas retenu l'art d'essayer de trouver des solutions. Moi, je cherche toujours le compromis. Je me souviens de m'être fait dire par des confrères, Massé le régleux. Il pensait m'insulter, j'étais fier de ça. Ouais. Alors, j'ai toujours eu cette préoccupation-là d'essayer de trouver des solutions dans les débats les plus difficiles, parfois avec des suggestions que mes clients trouvaient difficiles à accepter, mais qu'après coup, s'ils l'adoptaient, ils s'en réjouissaient, puis quand ils le retenaient pas, puis qu'on plaidait, si on gagnait pas assez, puis si on perdait, c'était encore pire. Et là, je leur rappelais ce que j'avais dit au départ dans ma recherche du compromis.
Des fois, c'est pas possible, le compromis, mais on va dire qu'en général, là, il y a toujours place. En tout cas, c'est ma vision. Je suis assez d'accord avec vous. Est-ce que vous avez touché plus les biens que les personnes ou les deux? Les deux. D'abord, je suis fils de cultivateur. Ça fait que moi, le voisinage, là, puis les clôtures, puis les droits de passage, là, je savais pas mal comment ça marchait. Puis, moi, je me rappelle devant la cour, là, il y a des juges qui se posaient des questions sur mes questions. Parce que j'étais très pointu. J'ai travaillé beaucoup avec tous les arpenteurs à Rivière-du-Loup en matière de bornage et ils me connaissaient. On se respectait mutuellement. Mais ils savaient que mes questions seraient très précises parce que je savais c'était quoi de la possession, l'exercice d'un droit de passage, puis l'entretien d'une clôture, puis ces choses-là. Alors ça, j'en ai fait beaucoup, puis le zonage agricole aussi. En matière de zonage agricole, je peux vous dire que quand j'arrivais avec un dossier devant la commission, puis j'en ai fait de multiples, mon dossier, il était prêt, puis il était clair. Il me le reconnaissait. Quand vous parlez de la commission, vous parlez de la CTPAQ, la commission oui, la CTPAQ, la Commission de protection du territoire des activités agricoles. Ça a été une de mes belles activités, ça. Mais au droit de la personne, j'ai fait beaucoup de droits des successions. J'ai fait aussi du droit auprès des personnes handicapées, des personnes en situation d'incapacité. Ça vient un petit peu d'une activité de mon épouse. On avait construit ensemble la résidence La Voisinière à Rivière-du-Loup. On avait une vingtaine de locataires et au début, c'était des personnes autonomes, mais ça n'a pas été long que ça devenait des personnes plus ou moins autonomes, puis en perte d'autonomie. Puis, on a créé à Rivière-du-Loup ce qui est devenu les ressources intermédiaires. Alors, ça s'est fait vers 96-97 à La Voisinière. Ça a été les débuts, puis ça s'est développé par après. Alors, et on vivait là, nous autres. On vivait avec nos personnes âgées. Notre logement était là. Alors, j'ai une connaissance, si vous voulez, du comportement des personnes en perte d'autonomie. Absolument. Puis là, on est en pleine deuxième vague de pandémie COVID-19 qui frappe la planète entière. Plusieurs des décès qui ont été enregistrés depuis le début de la pandémie, Dieu sait qu'il y en a au Québec, là, on parle de plus de 6000 décès, se sont majoritairement passés dans les résidences pour personnes âgées. Quel est le regard que vous portez sur le système de santé québécois que nous avons actuellement? Je le trouve, comment est-ce que je dirais, négligé d'une certaine façon, mais c'est pas le bon mot. Il mériterait d'être mis davantage au haut des implications gouvernementales. Mais, qu'est-ce que vous voulez, c'est que la population demande aux partis politiques qui sont élus à la fois de baisser les impôts, de pas trop les alimenter, puis de réduire les dépenses, mais en même temps, on est tous pareils, on revendique de l'argent pour tel projet, puis tel autre projet, puis tout ça, puis on est tous pareils. Ça fait qu'à un moment donné, les élus sont obligés de faire des choix. La ressource n'est pas infinie. Alors, je vais faire une comparaison qui est boiteuse. De la même façon qu'on a construit des autoroutes, des viaducs puis des ponts, on n'avait pas le moyen de les entretenir par après, mais on continue à en construire pareil. De la même façon, on a créé un réseau universel de santé, mais on n'a pas le moyen de le maintenir actuellement. Ce qui est arrivé avec la COVID, ça a tout simplement fait ressortir de façon plus tangible encore dans quel état c'était et dans quelle mesure il faut des redressements. Et je pense qu'actuellement, le gouvernement, en plus de gérer la COVID, ils font des efforts louables. Et c'est pour ça que je suis assez solidaire des revendications du gouvernement du Québec pour que les soins de santé, parce que ça en fait partie, que les soins de santé soient mieux financés par Ottawa et que je souhaite que le Parti conservateur aura ça dans son programme. Mais faut faire attention en ce qui concerne les décès. Je vous disais là que j'avais quand même un vécu assez proche de ça. Et dans ma famille aussi, là, j'ai une de mes sœurs qui a été la directrice des soins infirmiers de Montréal, là, centre de gériatrie. Et elle me disait, année après année, dans ce centre-là, il décède une centaine de personnes. C'est pas une justification, c'était pas seulement le fait du décès. On le savait qu'il y en a qui étaient destinés à décéder dans l'année, mais le problème, c'était l'état dans lequel ça s'est passé. Le manque d'accompagnement, puis
Tu sais, la COVID, là, personne ne le connaissait, puis c'est une maladie grave là, qui s'attrape sournoisement. Et là, les autorités devaient prendre des mesures. Puis ces mesures-là, il fallait les inventer, d'où leur demande à ce que la famille et ce qu'on appelait des aidants naturels n'y aillent pas. C'est ça qu'on retient du fait que le système était boiteux. J'ai perdu ma mère 1 an avant la COVID, là. Et je peux vous garantir une chose, c'est que je remercie le bon Dieu d'avoir perdu ma mère dans un contexte hors COVID, parce que les gens qui ont eu à subir ou à vivre la perte d'un être cher sans être en mesure d'aller lui dire un dernier au revoir, sincèrement, j'ose même pas me mettre à leur place pour y penser. C'est une question de dignité aussi. Tout à fait. Monsieur Massé, j'ai 2 dernières choses à vous parler. Vous êtes un homme d'une très grande affection pour les gens qui vous entourent. D'ailleurs, vous avez été entrepreneur pendant de nombreuses années, plus de 25 ans, et vous avez eu des employés et vous les avez toujours traités de façon exceptionnelle. Puis, une autre chose qui était importante pour moi, c'était leur anniversaire. Moi, je soulignais ça, là. Ensuite de ça, Noël, j'étais un vrai enfant, là. Chez nous, là, le dimanche qui précédait, là, je préparais des cadeaux pour tout le monde et des messages personnels. L'autre élément que je vais vous parler en terminant, c'est que maintenant que vous êtes retraité, vous prenez un peu plus de temps pour vous investir à différentes choses, dont vous êtes devenu professeur universitaire, dans quelque chose qui se tourne avec l'ensemble de vos expériences. Donc, justement, toute la question de mourir dans la dignité, du système démocratique, les élections, etc. Donc, vous touchez à plusieurs thèmes dans vos cours. Est-ce que c'est tout à l'intérieur du même cours ou comment ça se fonctionne? Non. C'est comme là, cet après-midi, là, tantôt, à 1h30, là, j'ai un groupe, là, de l'Université du Québec à Rimouski qui organise ça. Et je leur parle de la loi sur les soins de fin de vie. Et ça comprend les soins palliatifs. J'ai participé à la campagne récente, là, ici à Rivière-du-Loup pour un centre-jour. Oui. J'ai été administrateur pendant 25 ans de la Villa Fraserville, puis j'ai participé au regroupement de la Villa Fraserville avec Saint-Joseph-Saint-Antonin, puis c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, les soins de fin de vie, alors je vais les informer là-dessus. L'évolution du droit de mourir dans la dignité, hein, c'est pas un secret, là, mais je vais vous dire, quand cette loi-là a été adoptée, là, moi je connais bien Mme Véronique Yvon, et je me rappelle du premier meeting qu'on a eu du Barreau du Québec sur ce sujet-là. Je comprenais très bien la pertinence de cette loi-là, bien que peut-être qu'elle va trop loin à certains égards, mais il reste que c'est un sujet qui m'a toujours passionné et stratégiquement, ils ont adopté cette loi-là, les 4 partis à ce moment-là à Québec. Ouais. Ils l'ont adoptée unanimement, stratégiquement, en sachant très bien qu'il y avait certains articles qui ne passeraient pas à travers le filtre de la Charte des droits. Mm-hmm. Et il y a eu quelques jugements. Et la semaine prochaine, je vais aborder d'autres jugements pour montrer comment les tribunaux, particulièrement la Cour suprême, peut influencer la vie des gens, même le législateur. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, moi, je me souviens, j'ai voté contre la première mouture parce que je trouvais qu'on laissait trop de place pour éventuellement intégrer les personnes vulnérables, les personnes handicapées et les jeunes en bas de 18 ans. Parce que dans certains pays, c'est déjà rendu à 14 ans, là. Il y en a qui vont très, très loin dans cette permission de permettre à quelqu'un de mettre fin à ses jours, en fait, de l'aider à mettre fin à ses jours, mais et pour différentes raisons. Par ailleurs, d'ailleurs, il y a des Canadiens qui sont allés à l'extérieur, en Suisse, entre autres, pour profiter des lois là-bas. Je comprends que les choses ont évolué. D'ailleurs, la nouvelle version va en direction de ce que la Cour suprême a demandé comme correction. Oui. Donc, mais j'ai lu ça. Je suis à l'aise. Et puis, parce que c'est un choix personnel, c'est pas parce que le droit existe, le droit de se faire piquer existe, qu'on est obligé de l'exercer. Non, absolument, tout à fait. Mais je peux vous dire que les statistiques montrent que c'est utilisé de plus en plus. Ah, alors, maintenant, qu'est-ce que tu veux? La chère charte, moi là, je l'aime pas tout le temps, là. Ouais. Quand elle permet là, à des gens, là, à des voleurs de grands chemins là, à cravate, là, de ne pas faire face à leurs responsabilités, là, la charte, je l'aime pas beaucoup. Puis quand la charte permet à des motards criminalisés
d'échapper à leurs responsabilités criminelles. Je l'aime pas non plus. Ouais. Mais je suis un avocat, alors je suis obligé de me ranger du côté de la loi. Écoutez, M. Massé, en terminant, je veux absolument vous remercier de cette entrevue. Ça a été très, très agréable et on va pu parler de beaucoup d'autres sujets qui touchent inévitablement le droit et la politique, mais aussi la société en général, parce que je sais que vous êtes très, très intéressé par tous ces éléments-là. On n'a aussi pas parlé du lac Saint-Pierre où vous avez demeuré, vous avez une demeure tout près du lac. Je ne l'ai plus, mais je me suis occupé de l'environnement, là. Oui, exactement. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour dire que, juste entre nous, que les conservateurs aussi, on est intéressés par l'environnement. Parce que vous avez été aussi impliqué chez Canard Illimité. Vous avez fait tellement de choses, la liste est trop longue. J'ai eu le privilège d'aller à la Commission de la capitale nationale pendant 4 ans aussi. En plus, imaginez, regardez, je dis, on va falloir faire une deuxième ronde d'entrevue si ça continue. Alors, Monsieur Massé, je vous remercie 1000 fois de cette entrevue. Ça a été très, très agréable. Ben, ça a été très agréable pour moi aussi. Au plaisir.